Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart ou en replay ou en podcast. En tout cas, c'est votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est l'heure de parler de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux, le président de Gatsby, pour cette chronique Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul parce que c'est un grand rendez-vous Game Business qu'on fait ensemble depuis cette nouvelle saison. Et donc, votre invité est Alexis Dahan, qui est le directeur du business AWS Game Tech en Europe du Sud. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer déjà par la big picture de cette industrie du jeu vidéo et ensuite on discutera ensemble plus précisément. Donc Guillaume, vous allez nous décrypter ce qui se passe en ce moment dans le gaming. On va commencer avec cette réaction musclée, on peut dire, de la FTC face au rachat d'Activision par Microsoft. Oui, alors on a effectivement déjà beaucoup parlé sur votre antenne du rachat d'Activision par Microsoft, d'une part parce que ce rachat est hors norme par son montant, près de 70 milliards de dollars, et aussi parce que Microsoft met la main sur des licences de jeux extraordinaires, Call of Duty, Diablo, StarCraft, Overwatch, Candy Crush, et ça peut changer les équilibres de l'industrie. Alors, qui dit acquisition hors norme, dit rebondissement, et vous y avez fait référence, effectivement, la FTC, la Federal Trade Commission des États-Unis, a annoncé avant-hier qu'ils avaient lancé une action en justice fédérale antitrust pour bloquer le rachat d'Activision par Microsoft. Alors attention, la FTC, c'est pas l'État américain, c'est une agence indépendante qui s'exprime sur les pratiques concurrentielles et anticoncurrentielles. Mais c'est une agence référente et qui a du poids. C'est quand même une autorité de régulation qui porte plainte. Ouais. Absolument. C'est pas rien. En l'espèce, la FTC avance que Microsoft ne permettra pas l'utilisation de ses licences sur les consoles non Microsoft. Sony boit du petit lait parce qu'il pense exactement la même chose. D'ailleurs, il dépense des dizaines de millions de dollars en lobbying pour faire savoir exactement la même chose et faire entendre à qui veut bien l'écouter que voilà, c'est une catastrophe pour Sony. D'ailleurs, Sony avance même que si Call of Duty devait disparaître de la PlayStation, ça pourrait même lui porter un coup fatal. Hein. Call of Duty, c'est le jeu le plus vendu sur la PlayStation cette année et très très souvent les années d'avant. Alors, Microsoft est prêt à faire des gestes et notamment à s'engager à maintenir ce fameux Call of Duty au moins 3 ans chez Sony. Mais ça ne suffit pas du tout à calmer Sony, ni la FTC d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que Sony dit qu'est-ce que je fais moi après les 3 ans ? Et puis, Microsoft, permettant à Sony de garder la licence Call of Duty, dit aussi, tant qu'à faire, je vais aussi permettre à Nintendo d'exploiter cette licence, qui n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer à Call of Duty dans l'univers Nintendo. Donc, vous voyez bien, si vous voulez, que Sony est vraiment plus que furieux. Franchement, en termes d'intensité, si vous voulez, dramatique, la série Harry et Meghan sur Netflix fait vraiment pas le figure face au feuilleton Microsoft Sony. Dans les deux séries, il y a des pleurnicheurs, il y a des enfants gâtés, il y a des consensus, et en l'espèce... Je ne vous demanderai pas qui tient quel rôle. Hein. Le consensus, là, dans notre histoire Sony-Microsoft, c'est que toutes les autorités, la FTC, l'Union européenne, les CMA britanniques, ils vont tous mener des enquêtes approfondies sur cette acquisition. Et donc, ça vous semble aujourd'hui très compromis, là, cette vente ? Écoutez, c'est encore trop tôt pour s'exprimer là-dessus. D'abord, Microsoft, la réaction, c'est de dire, non, attendez, 70 milliards de rachats, le plus gros rachat dans le monde du jeu vidéo, c'est normal que toutes les autorités, étatiques ou non, mettent leur nez, enquêtent sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les enquêtes, elles sont longues. Donc, en fait, on ne saura pas grand-chose avant 2023. En attendant, Sony tremble et Sony est pour un statu quo. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est de voir le paradoxe industriel. Parce que, en fait, Sony reproche à Microsoft potentiellement de garder ses propres licences, donc des exclusivités sur sa Xbox. Mais en fait, Sony fait exactement la même chose depuis 10 ans sur ses propres consoles, puisque sa stratégie depuis 10 ans, c'est de vendre ses consoles avec des jeux AAA et des jeux formidables en exclusivité. Donc, vous voyez, on est quand même sur une ambivalence et un équilibre qui est quand même très, très instable. On est sur une guerre entre Sony et Microsoft. Une guerre totale. Une guerre totale. D'abord parce que Microsoft veut prendre sa revanche sur la génération précédente de consoles, Xbox One et PS4. Et puis parce que Microsoft là, sur cette nouvelle génération, a un peu changé le débat en déplaçant le débat d'une guerre entre consoles à une guerre entre services, entre Xbox Game Pass et PlayStation Plus.
Et à propos donc de cette rivalité, on apprend que Sony a refusé de vendre sur sa PlayStation le Xbox Game Pass, qui contient toutes les exclusivités de Microsoft. Et on apprend aussi que Microsoft a refusé de vendre le PlayStation Plus, qui contient aussi toutes les exclusivités de Sony. Alors vous voyez, on est quand même dans un système de protectionnisme de territoire qui n'est pas terrible, pas très orienté joueur. Parce que moi, en tant que joueur, j'aimerais bien jouer sur ma console, quelle qu'elle soit, à l'ensemble des jeux, indépendamment des intérêts industriels de l'un et de l'autre. Et vous parliez de guerre, moi, ce qui me gêne, c'est que cette guerre, en fait, c'est une guerre de tranchées. C'est une guerre froide où on cherche à faire mal à l'autre, sans vraiment bouger, avec des tactiques qui sont un peu dures et un peu datées. J'aurais préféré une guerre de mouvement, une guerre de l'innovation, dans laquelle chacun apporte quelque chose, si vous voulez, du matériel, du logiciel, un peu au débat, un peu aux joueurs. On n'est pas dans ce cas-là. Sans compter que pour la société Activision, c'est encore plus délicat, parce que comment savoir quel cap choisir ? Où investir? C'est une vraie question. Et en fait, cette question, en vrai, cette question est beaucoup plus large que Microsoft, Activision et Sony, puisque, vous vous souvenez, on en a aussi parlé ici, la société Electronic Arts était en discussion avancée avec Apple, la société Electronic Arts était en discussion avancée avec Amazon, peut-être aujourd'hui même, elle est toujours à vendre, et elle est en train de discuter avec un acteur tiers. Vous imaginez NFL 2024 qui ne tourne que sur une console ou alors seulement sur PC, le FIFA 2024 d'ailleurs qui va s'appeler EA Sport FC qui ne tournerait que sur un type de console. Donc on voit très clairement que, si vous voulez, tout ce qui se passe entre Microsoft et Sony est en fait une annonciation du fait que toutes les cartes, à mon avis, dans l'industrie du jeu vidéo seront très prochainement rebattues par ces concentrations et déconcentrations. À chaque fois, c'est une vraie série télé qu'on suit avec vous, Guillaume. Vous nous faites vivre. Oui. Et donc, pour le prochain épisode, il va falloir attendre 2023. Oui, alors vous voyez, ça tombera en même temps que le dénouement de House of the Dragon. Il n'y a pas de hasard. Bon, alors, vous vouliez aussi nous parler du pouvoir d'achat des joueurs? Et oui, parce que, bon, alors c'est une surprise pour personne, hein, avec la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la défaillance mondiale des banques, tous les prix augmentent. Et malheureusement, l'industrie du jeu vidéo, en fait, ne fait pas exception à ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le prix des PS5 a augmenté de 50 €. Les jeux Sony sur la PS5, les mêmes jeux Sony valent 10 € plus cher que ce qu'ils valaient sur PS4. Donc vous voyez, 50 € sur une PS5, ça fait 10% d'augmentation. Sur les jeux, on a 15% d'augmentation. Et là, Microsoft vient de nous annoncer que ce sera exactement la même chose sur Microsoft. Sur les jeux Xbox Series X augmenteront aussi de 10 €. On se dit, mais en fait, voilà, on a une inflation générale. Certainement, le Xbox Game Pass va aussi augmenter. Bref, on n'a que des mauvaises nouvelles pour notre portefeuille, y compris le casque PSVR 2. Vous vous souvenez, on en a parlé aussi ici. Ouais. On a dit à quel point il était innovant, il était sympathique, il était en rupture technologique par rapport à son prédécesseur. Sony vient d'annoncer son prix, 600 €. Plus cher qu'une PlayStation 5. Plus cher qu'une PlayStation 5. Vous voyez ? Donc, en 2023, on va avoir au minimum une augmentation de 15 à 20% de son budget jeux vidéo. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Heureusement que le Père Noël, si vous voulez, fabrique lui-même ses jouets, parce que sinon, cette année, il aurait dû vendre 1 ou 2 lutins de plus que l'année dernière. Absolument. Heureusement qu'il y a le Père Noël. Bon, on enchaîne avec une autre actualité. Elle concerne l'éditeur CD Projekt. Oui, alors on vient de recevoir les résultats de CD Projekt, notamment du Q3 2022. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? C'est parce que dans ces résultats, en fait, on a les résultats d'un seul jeu. Généralement, quand on a le résultat d'un gros studio de jeux, on a souvent 5 ou 6 jeux qui sont concaténés. Là, on n'a qu'un seul jeu, en l'occurrence Cyberpunk 2027. Donc on sait... 2077, pardon, vous avez raison. C'est un peu trop proche, 27. Enfin, ça va vite, c'est vrai. Enfin bon, bref, donc on n'a qu'un seul jeu. Et en fait, c'est très intéressant de savoir combien est-ce qu'un très gros hit peut rapporter en vitesse de croisière. Ouais. Et là... on apprend Cyberpunk 2077 vendu à 20 millions d'exemplaires, 52 millions de chiffre d'affaires en un trimestre, plus de 21 millions de marge, 50% de marge. Donc vous voyez les enjeux de l'ensemble de l'industrie quand un jeu marche bien et tous les efforts qui sont faits et les investissements qui sont faits pour qu'un jeu marche bien, parce qu'une fois qu'il marche bien, il génère une marge exceptionnelle. Alors on va partir du côté de la Chine. Oui, alors pour une nouvelle pas top, parce qu'on apprend que Blizzard et NetEase ont cessé leur collaboration pour la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Chinois ? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus jouer à World of Warcraft, à StarCraft, à Overwatch, à Diablo.
Bref, alors NetEase se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir la production et le développement des jeux vidéo et pas la distribution de jeux vidéo. Peut-être que le deal entre NetEase et Blizzard était pas si bien que ça. Mais enfin, quand même, avec le crossplay, la possibilité de jouer et de converser avec d'autres joueurs, on voit bien que l'industrie du jeu dépasse simplement l'enjeu culturel, mais c'est aussi un enjeu conversationnel, c'est aussi un enjeu narratif, et c'est quand même dommage que les Chinois ne puissent pas en profiter. Bon, mais il n'y a plus Activision, mais il y a Netflix. Il y a Netflix en Chine, alors avec un catalogue bien particulier, mais j'imagine que si vous me lancez sur le sujet, c'est aussi pour me faire dire que Netflix a acheté son 6e studio de jeu, et en l'occurrence Spry Fox. Alors, pour moi, c'est avec certitude la conviction de Netflix autour du fait que le jeu vidéo les aide à garder leurs abonnés, à fidéliser leurs abonnés, voire à en attirer de nouveaux. C'est aussi un moyen pour Netflix d'attirer aussi des grosses IP de licences de jeux vidéo chez lui, hein, dans son catalogue de séries. Et typiquement, avec le rachat de ce studio, Netflix a annoncé 14 nouveaux jeux, dont des nouveaux jeux avec Ubisoft, pardon. Et donc, c'est sans surprise qu'on va bientôt voir la série Assassin's Creed chez Netflix, Assassin's Creed qui appartient à Ubisoft. Bon, alors, Guillaume est toujours aussi bavard, donc il nous reste plus que 5 minutes ensemble. 5 minutes. Voilà, donc je vous représente, parce que c'était il y a bien longtemps, Alexis Dahan, le directeur business d'AWS GameTech en Europe du Sud. Alors, on connaît tous AWS, hein, c'est ce géant du cloud. En revanche, on connaît moins l'entité GameTech. En fait, qu'est-ce que vous faites dans AWS, il y a quelques années, on a créé une sectorisation qui permet d'adresser uniquement et exclusivement les éditeurs, les développeurs et les boîtes technologiques qui s'adressent aux jeux vidéo. L'objectif, c'est de pouvoir leur fournir les mêmes services qu'AWS et un petit peu plus pour vraiment être capable de construire, donc design, d'opérer leur jeu et puis de faire grossir leur player base par la suite. Depuis combien de temps ? Ça fait entre 3 et 5 ans qu'on a créé ça, 5 ans aux États-Unis, 3 ans en Europe. Et alors, donc ça vous permet d'avoir un regard quand même macro sur cette industrie du jeu. Comment vous voyez les choses se passer entre les petits studios et les gros, les rachats dont nous parle sans arrêt Guillaume ? Est-ce qu'on peut encore survivre quand on est un petit studio ? Alors, c'est vrai qu'il y a une polarisation de l'industrie avec beaucoup de grosses boîtes qui vont racheter des petits studios. Cela dit, il ne faut pas négliger les petits studios. D'une part, parce qu'aujourd'hui, ils ont accès aux mêmes technologies que les gros et donc ils peuvent créer des jeux qui sont extrêmement qualitatifs et qui peuvent rivaliser avec des succès. Aux États-Unis, on a vu Roblox, on a vu Among Us, on a vu quelques jeux quelques studios qui ont sorti des jeux avec énormément de succès dans les derniers mois. En France, on n'est pas en reste. Sorare n'existait pas il y a quelques années et aujourd'hui, c'est un acteur absolument incontournable du jeu, même si c'est une nouvelle façon de jouer. Donc oui, il y aura toujours cette... Donc ça va rester un vivier comme ça, très créatif selon vous. D'ailleurs, en 2021, les investisseurs, les fonds d'investissement, le jeu vidéo était le 2e secteur d'investissement en France. Donc c'est la première fois que le jeu vidéo est autant en visibilité depuis sa création. Alexis, une question pour vous. Amazon, c'est évidemment AWS Gaming que vous dirigez, mais c'est aussi Twitch, des studios de jeux, un service cloud Luna. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'investissements d'Amazon dans l'industrie du jeu vidéo, là où des Google et des Apple semblent être plus opportunistes ? Alors déjà, il faut rappeler que l'industrie du jeu vidéo, c'est à peu près 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit, si on fait un comparatif, 3 fois le combiné du cinéma et de la musique. Donc c'est pas un petit secteur. De fait, forcément, les gens ont envie d'y aller. Ensuite, il faut rappeler qu'Amazon, c'est plein d'entités. Vous avez dit Amazon Games qui fait des jeux, Twitch qui est plutôt une plateforme de streaming, Luna qui permet de faire du cloud gaming, donc il y a plein de choses. Nous, chez AWS, on investit dans la durée pour vraiment aider les studios à développer des jeux. Je pense que ça va continuer comme ça, et je pense que il y a aussi une volonté de transmédia, c'est-à-dire de prolonger l'industrie du divertissement, non plus à travers la musique et le film, mais aussi à travers le jeu vidéo. Je pense par exemple à toutes les IP qui sont sorties récemment, typiquement Uncharted, qui a fait plutôt un gros carton au cinéma, et qui est en fait à la base un jeu de Sony d'ailleurs, exclusivement disponible sur PlayStation, mais on voit qu'il y a cette volonté vraiment de faire grossir l'industrie, et puis accessoirement avec le Covid et puis les crises qui se succèdent, le jeu vidéo a plutôt bien résisté. Alors, si on termine sur un petit focus sur les technos, on parle de cloud gaming, on parle demain des métavers. Vous pensez qu'elle va se situer où, la prochaine révolution dans le jeu ? Alors aujourd'hui, on voit 3 grosses trends. La première, c'est le social dans le jeu. Donc on l'a mentionné un petit peu, le fait que les Chinois n'aient plus accès à ça, c'est dommage, mais de plus en plus, le jeu devient un vecteur social. On pense même que le prochain
social media, le prochain Facebook, Instagram, peu importe, ce sera un jeu vidéo. Et on le voit dans Fortnite ou dans Roblox, par exemple, les joueurs, ils vont non pas pour jouer, ils vont aussi pour converser, se faire des amis, etc. Ouais. Donc l'aspect social va être un déterminant dans le futur. C'est ce qui va amener au métaverse la continuité, la prolongation entre le monde virtuel et le monde physique. Le deuxième élément qu'on ne peut pas négliger, c'est effectivement le cloud gaming, parce qu'il y a cette guerre entre Microsoft, Sony et les grands acteurs. Pouvoir jouer en continuité entre son téléphone, sa PlayStation, son PC, n'importe quel device, ça apporte un changement technologique fondamental, mais qui va permettre de rendre aux joueurs la capacité de continuer à jouer tout le temps. Et le troisième, il est plutôt sociétal, mais c'est l'e-sport. On ne peut pas négliger aujourd'hui l'apport de l'e-sport, l'apport de l'e-sport du coup dans le monde. En France, l'année prochaine, on a la Track Cup ou la Trackmania Cup, j'ai un doute, donc le jeu d'Ubisoft qui est un jeu de voiture. On a le tournoi de Major de CSGO, donc c'est le président Macron qui a quand même annoncé qu'on aurait un tournoi de Counter-Strike, enfin de CSGO ça s'appelle maintenant, avec des équipes comme Team Vitality d'ailleurs, qui sont des équipes françaises qui sont très bien placées. C'est une vraie compétition. Donc, voilà, il y a des vrais enjeux majeurs. Type Coupe du Monde bientôt, peut-être, on sera à ce niveau-là. En tout cas, c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde à ce niveau-là. Ça ne prend pas pour l'instant la même ampleur, mais peut-être dans quelques années. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Ça s'est vraiment beaucoup accéléré, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de ce grand rendez-vous Game Business. Merci Guillaume Monte de Gatsby et Alexis Dahan d'AWS Game Tech. À suivre, c'est notre chronique Où va le web.